Le leadership reste un défi important alors que nous passons de la fin des années 90 aux premières années du nouveau siècle. Le défi s'étend à différents domaines, de la science à l'éducation. Il est impératif que nous abordions les lacunes de nos programmes éducatifs pour éviter de prendre du retard par rapport à d'autres nations. Un leadership remarquable est requis en politique, dans l'industrie, dans la vente et dans la gestion. Le rôle de leader est particulièrement difficile pour le prochain siècle. Le leadership est le défi de s'élever au-dessus de la médiocrité, de passer à un nouveau niveau, à une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension apporte à la fois des opportunités et des responsabilités. Qui ne voudrait pas de la responsabilité aux côtés de l'opportunité si cela construit une vie extraordinaire? Voici quelques raffinements dans le leadership. Apprenez à être fort mais pas impoli. Certaines personnes confondent grossièreté et force. Cependant, nous avons besoin de force sans recourir à la grossièreté. Apprenez à être audacieux mais pas un tyran permanent. L'audace devrait saisir les opportunités sans recourir à l'intimidation ou au harcèlement. Adoptez une nouvelle méthode de leadership. Le leadership par invitation. Cela contraste avec le leadership par la menace, l'aggravation ou l'intimidation. Invitez les autres à adopter une meilleure façon de faire les choses. Pratiquez le leadership par l'inspiration, inspirant les autres à effectuer des changements nécessaires ou à accomplir des tâches. Soyez audacieux mais pas un tyran. Soyez gentil mais pas un tyran. Soyez gentil mais pas faible. La gentillesse est une force, pas une faiblesse. Soyez réfléchi mais pas paresseux. Méditez profondément, mais agissez aussi. Soyez humble mais pas timide. L'humilité est une vertu tandis que la timidité est un obstacle qui peut être surmonté. C'est une faiblesse, pas une vertu. Mais vous devez transformer votre timidité en force et continuer à travailler dessus jusqu'à ce que finalement, vous l'ayez réduite à un petit coin qui ne dévaste plus votre vie. Comment vous l'utilisez est une source d'enseignement. J'étais tellement timide, mais j'ai travaillé dessus et travaillé dessus jusqu'à ce que je l'ai réduite à un petit coin où elle ne domine plus ma vie. Elle est toujours là, mais elle ne domine pas. C'est ce qui est important. Mais l'humilité est une vertu qui élargit votre capacité à comprendre l'immensité de tout cela et combien nous sommes petits par rapport à tout. L'humilité vous permet de vous mettre à genoux et de parler à un enfant sans aucune peur. Cela vous aide à comprendre que bien que les humains soient uniques dans l'immensité de tout cela, nous sommes tous assez petits. Oui, nous savons, mais ce que nous ne savons pas est tellement plus grand que ce que nous savons. Voici un autre point. Soyez fiers sans être arrogants. Il y a quelque chose à dire sur la fierté de l'équipe. La fierté communautaire, la fierté de l'entreprise et la fierté personnelle. Mais ne franchissez pas la ligne où la fierté se transforme en arrogance. Alors qu'un certain niveau de confiance est nécessaire, l'arrogance est généralement une tentative mal avisée de compenser un manque d'estime de soi. L'arrogance, surtout lorsqu'elle découle de l'ignorance, est particulièrement problématique. L'arrogance intelligente peut être tolérée, mais lorsqu'une personne affiche à la fois de l'arrogance et un manque d'intelligence, il devient difficile de l'accepter. Par conséquent, il est essentiel que tous les leaders apprennent les lois de base, en les utilisant pour l'illustration et la productivité. Voici la première des lois fondamentales. On récolte ce que l'on sème. Maintenant, voici une autre façon de l'exprimer du côté positif. Pour récolter, il faut semer. La récolte est réservée à ceux qui sèment, qui plantent pour mériter la moisson. Vous devez planter la graine, en prendre soin en été, la récolter soigneusement, puis utiliser sagement la récolte. Voici le reste de la loi du semis et de la récolte. Si vous semez du bien, vous récoltez du bien. Si vous semez du mal, vous récoltez du mal. Vous ne pouvez pas semer du mal et espérer du bien. Vous ne pouvez pas planter des mauvaises herbes et espérer des fleurs.
Cela fonctionne aussi bien positivement que négativement. Maintenant, voici un autre aspect de la loi du semis et de la récolte. Vous ne récoltez pas exactement ce que vous avez semé. C'est important de comprendre cela. Vous récoltez bien plus que ce que vous avez semé. Si vous ne récoltiez que ce que vous avez semé, quel en serait l'intérêt? Non, nous ne récoltons pas exactement ce que nous avons semé. Nous récoltons bien plus. Maintenant, voici ce qu'il est important de comprendre à ce sujet. Cela fonctionne aussi bien positivement que négativement. Le vieux prophète a dit, « Si vous semez au vent, vous ne récoltez pas de vent. Vous récoltez une tempête. Vous devez faire attention de ne pas semer au vent. Cela ne revient pas comme un monde. » C'est du côté négatif, mais cela fonctionne aussi du côté positif. Si vous plantez une tasse de maïs, combien récupérez-vous? Une tasse? Non, un boisseau. Pour la tasse que vous plantez, vous récupérez bien plus que ce que vous avez planté. C'est la raison pour laquelle on planifie l'augmentation, positivement et négativement. De la loi du semis et de la récolte. Parfois, cela ne fonctionne pas du tout. Tout le monde doit comprendre cela. L'agriculteur plante la culture au printemps, en prend soin tout l'été, est un homme honorable, aime sa famille, est un citoyen décent. Mais le jour avant d'envoyer les moissonneuses dans le champ, une tempête de grêle arrive et bat sa culture à terre, et c'est parti, perdu. Donc, cette fois, cela n'a pas fonctionné. Maintenant, que doit faire l'agriculteur? Il doit décider s'il doit recommencer ou non. Doit-il prendre un autre risque au printemps prochain? Nous lui conseillerions de le faire, même s'il a tout perdu dans la dernière récolte et que cela n'a pas marché. Vous ne récoltez pas toujours ce que vous avez semé, mais voici la loi des moyennes, voici les probabilités. Plus souvent qu'autrement, vous récoltez ce que vous avez semé. Plus souvent qu'autrement, vous aurez une récolte si vous plantez au printemps. Bien sûr, il n'y a pas de garantie, mais plus souvent qu'autrement, et devinez quoi? Plus souvent qu'autrement, c'est des chances assez bonnes, mieux que Las Vegas. La loi du semis et de la récolte. Un fait, l'une des lois les plus importantes à apprendre, est la loi des moyennes. Si vous faites quelque chose assez souvent, vous obtiendrez un ratio de résultats. Une fois que vous avez compris cela, le monde est à vous. Apprendre à employer les gens dans la chose unique, appelée la loi des moyennes, est stupéfiant dans ses résultats en termes de fortune. Disons que vous êtes dans les ventes et que vous parlez à 10 personnes. Tout juste commencé, si vous parlez à 10, vous en obtenez un. Nous avons maintenant ce que nous appelons le début d'un ratio. En disant que personne ne dit oui, j'achèterai votre produit, je prendrai votre service. Eh bien, vous venez de commencer, car voici ce qui se passe avec la loi des moyennes. Une fois que cela commence, cela a tendance à continuer. Si vous parlez à 10 et obtenez un, cette chance est excellente. D'accord, vous parlez à 10 autres, vous en obtiendrez un autre. Au baseball, nous appelons cela la moyenne au bâton. Frappez 10 fois, obtenez un coup sûr. Frappez 10 fois, obtenez un coup sûr. Personne ne frappe 9 fois sur 10. Vous n'avez donc pas à être parfait ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de comprendre la loi des moyennes. Maintenant, même si vous n'obtenez qu'un sur 10, vous pouvez maintenant commencer à rivaliser. Vous pouvez en obtenir 9 sur 10. Si vous venez de rejoindre, vous ne pouvez en obtenir qu'un sur 10. Je vous dis, si nous avons un concours, je vous battrai, et vous direz, eh bien, tu viens de commencer, comment pourrais-tu me battre? C'est très simple. Si nous avons une course de 30 jours sur un concours ou une course de 60 jours, alors que vous parlez à 10 et que vous en obtenez 9, j'en parlerai à 100 et j'en obtiendrai 10. Gagnant, n'est-ce pas intelligent? Voici ce que je fais si je suis nouveau, je compense en nombre ce qui me manque en compétences. Maintenant, lorsque mes compétences augmentent, je n'ai pas besoin d'approcher 100 pour en obtenir 10.
Une fois que vous comprenez la loi des moyennes, je vous le dis, c'est tellement excitant de travailler avec elle. La loi des moyennes fonctionne dans notre petit plan financier ici. Vous savez, les chances sont excellentes que ce petit plan fonctionnera. Ça marchera, ça marchera, ça marchera. Au début, vous n'obtenez peut-être qu'un sur 10, mais plus vous vous améliorez, plus vous développez de compétences. Maintenant, vous en obtenez 2 sur 10, puis 3 sur 10. Vous n'avez pas besoin de plus de 2 ou 3 sur 10 pour devenir riche. Et en travaillant avec des gens, il y a une histoire unique à propos de la loi des moyennes. Il dit que le semeur est sorti pour semer. Le semeur numéro 1 avait une excellente graine, ou une bonne histoire à raconter et un bon produit à vendre. Il dit que le semeur était ambitieux, se levait tôt le matin et sortait pour conclure l'affaire. Donc, bonne graine, semeur ambitieux, et il commence à semer la graine. Mais voici ce qui se passe. Prenez note. La première partie de la graine qu'il a semée, les oiseaux l'ont eue, et les oiseaux vont en avoir quelques-unes. Jean a dit, oui, je viendrai, je vérifierai la réunion, je verrai si c'est une opportunité pour moi. Il dit, je serai là mardi soir, arrive, Jean n'est pas là. Vous dites, je me demande où il est. Les oiseaux, quelle que soit leur forme, et il n'est pas là. Quelqu'un a volé la graine, quelqu'un l'a privé de l'opportunité. Eh bien, vous pourriez chasser les oiseaux, mais je vous dis, ce n'est pas une bonne affaire. Vous dites, eh bien, je vais contacter Jean, le convaincre de venir, je vais les remettre sur le droit chemin. Je vous dis, vous en demandez plus que vous ne pouvez gérer. Voici ce que vous devriez faire. Voici ce que le semeur a fait. Il a continué à semer la graine. Voici ce que vous pouvez faire. Si vous restez occupé, semez plus que ce que les oiseaux peuvent obtenir. Comptez simplement sur la loi des moyennes, sans essayer de résoudre chaque problème. Donc, les oiseaux vont en obtenir quelques-unes. Maintenant, il dit qu'il a continué à semer la graine, et maintenant la graine tombe sur un sol pierreux où le sol est peu profond, et la petite plante commence à pousser. Mais le premier jour de chaleur, elle se flétrit et meurt. Donc, notez-le, le temps chaud va en obtenir quelques-unes. Vous recrutez quelqu'un, et il rejoint en disant « Hey, je vais vraiment faire du bon travail ici », et 2 jours plus tard, quelqu'un dit « Bouh », et il abandonne. Le premier jour de chaleur, que pouvez-vous faire à ce sujet? Rien, parce que si vous commencez à poursuivre, à essayer de réparer cela, je vous dis, c'est irréparable. Mais voici ce que vous pouvez faire pour réparer votre avenir. Continuez à faire comme le semeur, tapez sur le semis. Et vous ne pouvez pas être responsable du sol peu profond, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, voici la 3e clé. Maintenant, il continue à semer la graine, et maintenant la graine tombe sur un sol épineux. Et cette fois, la petite plante commence à pousser à nouveau, mais les épines l'étouffent, et elle meurt. Donc, prenez note. Les épines vont en obtenir quelques-unes. Voici ce que cela s'appelle dans cette petite histoire. Les soucis de la vie, les petits devoirs, les petites distractions. J'ai dit, Jean, nous avions une réunion hier soir, pourquoi tu n'étais pas là? Jean dit, eh bien, je ne peux pas venir à chaque réunion. J'ai dit, pourquoi pas? Il a dit, eh bien, la porte du moustiquaire est tombée des gonds. Vous ne pouvez pas laisser votre maison tomber en ruine. Vous devez prendre le temps et réparer. Je peux entendre la tempête. Vous ne pouvez pas laisser des montagnes d'ordures s'accumuler dans votre garage. Que puis-je faire à ce sujet? Les gens laissent de petites choses les priver de grandes opportunités. Et parfois, c'est un peu déchirant à regarder. Surtout, si c'est quelqu'un à qui vous tenez. Mais il y a certaines choses, souvenez-vous, que vous ne pouvez pas redresser.
Vous devez compter sur autre chose pour votre fortune et votre avenir. Mais maintenant, passons au reste de l'histoire. Voici ce qu'elle dit. Finalement, le semeur continue à semer la graine. Maintenant, elle tombe sur un bon sol. Vous continuez à partager une bonne idée. Elle finira un jour par tomber sur un bon sol, un sol productif, réceptif, décisionnel. Maintenant, c'est intéressant, cependant, à propos du sol. Voici ce qu'il dit à propos du sol. Une partie de ce bon sol produit maintenant 30, une partie produit 60, et une partie produit 60, et une partie produit 100. Comment cela s'appelle-t-il? La loi des moyennes. Tout le monde ne fera pas la même chose. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, et vous ne pouvez pas redresser cela. Maintenant, vous devez simplement le prendre tel qu'il vient. C'est comme les saisons, vous ne pouvez pas les réorganiser et dire « Je prendrai 2 printemps, 3 étés, et pas 2. » Vous devez les prendre comme elles viennent. Mais maintenant, comment obtenez-vous des 100%? Certains produiront 100. Comment obtenez-vous plus de 100%? Vous devez passer par les oiseaux, vous devez passer par la chaleur, et vous devez passer par les épines étouffantes. Et vous devez en quelque sorte tolérer ceux qui n'ont pas beaucoup d'ambition. Obtenez 3000 personnes à 60%, et vous obtiendrez des 100%. La loi des moyennes est à l'œuvre à l'université. Y a-t-il autant de diplômés seniors que de nouveaux étudiants? L'érosion inévitable de la vie dit qu'il y aura toujours plus de nouveaux étudiants que de diplômés seniors. Tout le monde ne finit pas la course qu'il a commencée. La réponse est non, certaines personnes ne veulent pas finir. Certaines personnes planifient au printemps et partent en été, et vous ne pouvez pas redresser cela. Voici ce que vous pouvez faire. Continuez à raconter l'histoire, continuez à partager une bonne idée, et je vous dis, cela fonctionnera pour vous. Donc, voici ce que nous disons. Si vous voulez beaucoup de diplômés seniors, vous devez continuer à charger la classe de première année. Tournez-vous vers la loi des moyennes. C'est l'une des plus grandes études à faire. Cela vous servira bien dans votre carrière commerciale, votre carrière de vente, n'importe quelle carrière. Encore une chose sur la loi des moyennes. Il y a une vieille règle, et elle existe depuis longtemps, qui dit que 20% des personnes font 80% des affaires, et 80% d'en font 20%. Et c'est quelque chose que vous n'essayez pas de changer ou de réorganiser. Et c'est quelque chose que vous n'essayez pas de changer ou de réorganiser. C'est une partie de l'accord. Certains pourraient dire, eh bien, je vais juste licencier les 80. Dites non, parce que qui reste 20% d'entre eux feront 80% et 80% feront 20%, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez jouer. Voici ce que ces lois sont quelque chose avec lesquelles vous travaillez, quelque chose que vous comprenez et avec quoi vous travaillez. Le pasteur, le ministre de l'Église, qui met ici de l'argent pour soutenir l'Église, dit 20% des gens prennent en charge 80% de l'addition. Et 80% prennent en charge 20%, les Américains paient des impôts. Quel est le problème? 20% paient les impôts et 80% paient 20% des impôts pour faire fonctionner le gouvernement fédéral. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez jouer. C'est quelque chose avec lequel vous travaillez jusqu'à ce que vous le compreniez bien. Comment travaillez-vous avec le 80-20? Voici ce que vous devez faire. Une partie de cela concerne la gestion du temps. Vous ne pouvez consacrer que 20% de votre temps aux 80%, car ils ne produisent que 20% maintenant. Vous pouvez consacrer 80% de votre temps aux 20% de votre temps. Aux 20% maintenant, rappelez-vous, la force est dans la direction opposée. Devinez qui veut 80% de votre temps? Le mauvais groupe.
pas dans une question morale, le mauvais groupe en termes de productivité et d'efficacité dans votre entreprise, votre avenir. Alors, quelle est la réponse à cela? Voici une partie de la réponse. Vous pouvez travailler individuellement avec les 20%, mais vous ne pouvez travailler que par groupe avec les 80%. Cependant, devinez qui veut généralement votre temps individuel? Les 80%. Et vous ne pouvez pas le faire. C'est la loi des moyennes. Voici la prochaine loi importante, appelée la loi de la foi. Nous l'avons abordée un peu plus tôt sous une forme assez simple. La foi est la capacité de voir des choses qui n'existent pas encore. Cependant, la foi peut transformer les difficultés en réalité positive. Et je veux juste vous donner cette petite ligne directrice rapide ici, car il est tellement important de réfléchir et ensuite de travailler dessus. Voici à quoi sert la foi. Premièrement, la foi est la capacité de le voir tel qu'il est. La foi n'a pas peur de voir les choses telles qu'elles sont, car la foi est un faiseur de miracles. La foi n'ignore pas le négatif. Elle utilise le négatif, car s'il n'y avait pas de négatif, il n'y aurait pas besoin de foi. Si tout allait bien, pourquoi auriez-vous besoin de foi? Vous avez besoin de foi parce que tout ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui connaît la situation qui ne va pas bien? Elle ne va pas bien. Alors voici ce que la foi fait. Premièrement, la foi n'ignore pas le négatif, car la foi se tient maintenant comme le faiseur de miracles si vous la laissez agir. Ainsi, la foi le voit tel qu'il est. S'il est laid, il est laid. S'il ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas. S'il est en désordre, il est en désordre. Il ne fait pas de mal d'appeler un désordre un désordre. Vous n'avez pas besoin de l'embellir ici. S'il est cassé, il est cassé. S'il est misérable, il est misérable. La foi n'a pas de problème à admettre cela. La foi n'a pas de problème à le voir. Voici pourquoi. Premièrement, vous pouvez le voir tel qu'il est. C'est le début de la foi, le voir tel qu'il est. Maintenant, voici la deuxième étape de la foi. Le voir meilleur qu'il n'est. Ne pourriez-vous pas voir au-delà du désordre? Le désordre est pour aujourd'hui. Ne pourriez-vous pas regarder vers demain? La réponse est oui. Je suppose que je pourrais regarder vers demain. Les êtres humains ont cette incroyable capacité de regarder vers demain, de regarder vers la semaine prochaine. Ainsi, nous avons non seulement la capacité de le voir tel qu'il est, le début de la foi, mais aussi de le voir meilleur qu'il n'est, rêver les rêves, faire des plans, visualiser, utiliser votre imagination, le voir meilleur qu'il n'est maintenant. Voici la troisième étape qui transforme la foi en réalité. Le rendre meilleur qu'il n'est, la foi doit maintenant être investie dans l'action. Si vous investissez la foi dans l'action, vous pouvez prendre n'importe quelle situation et la rendre meilleure qu'elle n'est. Ensuite, au début de la foi, le voir tel qu'il est, ne le voyez pas pire qu'il n'est, ne l'exagérez pas. Certaines personnes ont tendance à tout exagérer. De cette façon, ça ne peut pas être si mal. Si c'est aussi mauvais, c'est aussi mauvais, c'est aussi mauvais. Vous n'avez pas besoin de multiplier par 10 à quel point c'est mauvais. Ce n'est pas nécessaire. Tel quel, voilà le marché, le voir tel qu'il est. Ne le voyez pas pire qu'il n'est. Maintenant, voici la prochaine clé unique de la foi. Ne le voyez pas pour plus qu'il ne peut devenir. Il y a une fine ligne entre la foi et la folie. Oui, il est possible de se voir comme un millionnaire, mais pas du jour au lendemain. Quelqu'un dit, eh bien oui, je peux voir ça. Ne le voyez pas pour plus qu'il ne peut devenir en un laps de temps raisonnable. Oui, s'il tombait du ciel du jour au lendemain, mais ce n'est pas probable. Mais il est toujours possible d'être millionnaire, d'être riche et prospère, étant donné un certain laps de temps, en travaillant avec la loi des moyennes et tout le reste dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, ne le voyez pas pour plus qu'il ne peut devenir, afin que vous ne tombiez pas dans la folie au lieu de la foi. Il est possible d'avoir beaucoup sans être stupide dans votre exercice de foi. Mais maintenant, voici deux autres mises en garde. Premièrement, ça pourrait être pire que ce que vous voyez d'abord.
Vous feriez mieux de regarder en dessous parce que parfois, vous regardez juste à la surface. Vous feriez mieux de regarder pour vraiment le voir aussi mauvais qu'il est. Il ne s'agit pas de l'exagérer maintenant, mais de vous assurer de le voir aussi mauvais qu'il est vraiment. Maintenant, voici le prochain. Donnez-vous une chance de comprendre qu'il pourrait être beaucoup plus dans le futur que ce que vous pouvez d'abord voir par la foi. Tout ce que vous pouvez voir, les miracles que nous voyons ici nous donnent une certaine quantité de foi, mais on dirait que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de plus, mais vous faites le premier pas de ce que vous pouvez voir. Cela peut devenir possible, commencez à le croire, ayez la foi pour cela. Et je vous dis, alors que cela commence à s'exercer, vous pourrez le voir pour plus, et pour plus, et pour plus, et pour plus encore. Les possibilités commenceront à augmenter dans votre propre imagination. Maintenant, prenez ces notes sur le leadership, travaillant avec les gens. Apprenez à travailler avec les personnes qui le méritent, pas avec celles qui en ont besoin, car la vie fonctionne par le mérite. Nous avons étudié cela hier. Les personnes bénéficiant des aides sociales n'auraient-elles pas dû dire à Mary, « Mary, regarde, je sais que tu as besoin des 400 $, mais désormais, lorsque je reviendrai avec le chèque de 400 $, voici un seau de peinture et un pinceau, 7 petites clôtures et un pinceau. Cette petite clôture ici et les poteaux de la porte doivent être peints. » Elle répond, « D'accord, maintenant, cette petite quantité de peinture ne vaut pas 400 $, zéro, mais c'est un pas pour commencer le processus de le mériter au lieu de simplement en avoir besoin. Laissez-les simplement faire les premiers pas. La prochaine fois qu'elle viendra et dira « Maintenant, Mary, si cela est fait, et que les mauvaises herbes sont arrachées, et que tout cela est fait, et que la peinture est cœur. Faites, et qu'elle commence à partir, elle commencera à se sentir mieux car elle commence à le mériter, pas seulement à en avoir besoin. N'est-ce pas une philosophie de haut niveau d'enseigner aux gens comment le mériter? Travaillez avec les personnes qui le méritent. Travaillez avec les personnes qui le méritent. Vous dites, Mary, si tu fais ce pas, j'en ferai 2. Et ensuite, si tu en fais 2 autres, j'en ferai 4 autres. Mais si vous ne faites pas le premier, je ne le fais pas non plus. Pas à pas, d'accord. Vous appelez, j'appelle, vous essayez, j'essaie, vous bougez, je bouge. Enseignez aux gens comment le mériter. Cela commence à accélérer l'estime de soi. Vous ne pouvez pas croire à quel point le début de la nouvelle estime de soi est élevé si une personne ne l'a pas eu pendant des années et qu'elle a été battue par sa propre philosophie et qu'elle a été battue par tout le monde. Si vous les lancez sur les premiers pas, cela commence ce processus d'estime de soi. L'estime de soi précoce, est encore plus précieuse que la fortune, car elle vient au moment nécessaire. Amenez les gens pas à pas vers l'estime de soi, et l'estime de soi conduit à l'action. L'action conduit au progrès, et le progrès conduit à la fortune. Que demander de plus? Donc, travaillez avec les personnes qui le méritent. Maintenant, voici la prochaine clé. Montrez aux gens comment mériter votre aide. Ensuite, ne vous attendez pas à ce que le poirier donne des pommes. Laissez les gens faire ce qu'ils peuvent faire. Vous pouvez accrocher des pommes à un poirier, faire toutes sortes de choses, mettre une pancarte, c'est un pommier, et ensuite vous obtenez des poires. Donc laissez les gens faire ce qu'ils peuvent faire, et laissez-les changer d'avis, laissez-les grandir et se développer. Voici ce que j'ai trouvé. Vous ne pouvez pas changer les gens, mais ils peuvent se changer eux-mêmes. Le mieux que vous puissiez faire, c'est inspirer et espérer, enseigner et espérer. Enseigner et prier, et espérer et enseigner et prier. Et inspirer et respirer. Vous ne pouvez pas intervenir et changer, mais vous pouvez faire de votre mieux pour transmettre le message qui peut créer un changement si quelqu'un l'accepte, si quelqu'un fait quelque chose à ce sujet.
Faites les premiers petits pas pour commencer, et soyez heureux avec le moindre progrès, et obtenez des récompenses et une tape dans le dos et un grand sourire. Dites, Mary, ça va marcher pour toi. Tu as fait ces 2 pas. Je te dis, tu peux faire 2 pas. Tu pourrais en faire un de moins de 2. Ensuite, tous les leaders doivent enseigner le fait qu'il y a à la fois du bien et du mal. Voici le défi pour nous tous, de devenir le plus du bien en nous et le moins du mal. Le plus du bien et le moins du mal, car cela réside en chacun de nous. C'est le début dont nous avons parlé l'autre jour de la civilisation. Devenir le plus du bien et le moins du mal. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a à la fois du bien et du mal. J'ai fait un discours un jour appelé le jour où je suis un homme riche. Ça n'avait pas beaucoup à voir avec l'argent, mais laissez-moi vous donner la liste, et nous en avons fini. J'ai dit, aujourd'hui, je suis un homme riche. Premièrement, en raison de mon héritage, tout ce que j'ai hérité sans avoir travaillé pour, j'ai été béni avec ça. L'un était mes parents, un autre était mon pays. J'ai été béni par des livres que je n'ai pas écrits, j'ai été béni par une bibliothèque que je n'ai pas construite, j'ai été béni par des tribunaux que je n'ai pas organisés, j'ai été béni par des avions et des téléphones. Je suis béni par tout ce que je n'ai pas créé. Je l'ai hérité. J'ai hérité d'un pays qui croyait en la démocratie et la liberté, je veux dire. Une fois que vous commencez cette liste de l'héritage, c'est juste stupéfiant. Ensuite, j'ai dit, je suis riche grâce à mes connaissances. Ceux qui m'ont transmis leurs connaissances m'ont rendu riche au-delà de toute croyance. Voici ce que j'ai demandé une fois il y a longtemps, une conscience inhabituelle. Je veux être sensible à ce qui se passe, une conscience inhabituelle, pas seulement le don de la connaissance, mais ce qui se passe pour que je puisse utiliser ma connaissance au mieux de mes capacités. J'ai demandé à mes filles seulement 2 choses, c'est tout. Mes filles, je demande seulement 2 choses. Voici ces 2 choses. Premièrement, le plus grand respect pour toute vie. Deuxièmement, une gentillesse inhabituelle. C'est tout ce que je demande, le plus grand respect pour toute vie et une gentillesse inhabituelle. Ensuite, je suis un homme riche à cause de mon avenir. J'ai l'engagement de biens et de services de personnes que vous ne croiriez pas faire des affaires dans le monde entier, des milliards. Vous pouvez imaginer la vie extraordinaire que je mène. Et l'engagement de biens et de services, l'engagement d'aide et d'assistance, l'engagement de camaraderie, l'engagement de tout, voyez-vous. Monsieur Owen, que voulez-vous faire d'autre? Eh bien, il suffit d'y aller. Vous savez, vous voulez construire votre propre pays. Bien sûr, nous ferons ça. Je veux dire, tout ce que vous voulez, nous irons juste le faire. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait? Pouvez-vous imaginer ce que cela fait? Donc, tout ce que vous voulez faire, il y a plein de ressources partout dans le monde pour juste le faire. C'est tellement stupéfiant. C'est juste incroyable pour moi. Ensuite, je veux vous laisser avec ce petit défi. Premièrement, laissez les autres mener des vies modestes, mais pas vous. Que votre vie ne soit pas seulement acceptable, mais mémorable. Laissez les autres pleurer sur de petites douleurs, mais pas vous. Laissez les autres gaspiller leurs ressources, mais pas vous. Et voici 2 autres et j'ai fini. Apprenez à aider les gens dans leur vie, pas seulement dans leur travail. Nous devons enseigner les compétences professionnelles, oui, mais si vous enseignez également les compétences de vie, entrelacez tout dans l'enseignement des compétences professionnelles. Enseignez à vos enfants les compétences professionnelles, puis enseignez-leur les compétences de vie. Et voici le dernier, mon défi pour vous. Il vient du vieux prophète. Voici ce qu'il a dit. Si vous travaillez sur vos dons, si vous travaillez sur vos capacités, si vous travaillez sur vos compétences, si vous travaillez sur vos dons, ils vous feront de la place. Ils vous créeront un espace. Si vous travaillez sur vos compétences, elles vous placeront dans des endroits inhabituels.
Vous n'avez pas à vous soucier de l'endroit où vous êtes actuellement étant préparé pour que vous puissiez vous qualifier pour l'endroit. Et si vous travaillez sur vos dons, dons de langue, dons d'intelligence, dons de foi, dons pour aider les autres, dons d'influence. Si vous travaillez sur ces dons, vous aurez toujours une place. Je suis arrivé à... Ce serait l'un des grands exemples. Regardez où mes dons m'ont amené jusqu'à cet endroit. J'ai travaillé dur sur ma capacité à influencer les autres avec le langage, les mots et les expériences. Et puis mes dons m'ont amené dans des endroits uniques à travers le monde, maintenant à cause de mes dons. J'ai travaillé sur mes dons et me suis rendu assez précieux pour être invité dans ces endroits. La même chose va se produire pour vous, sans aucun doute. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse, et bien sûr, vous ne voudriez pas que quelqu'un prenne votre argent ou votre capital de départ. Vous ne devriez pas non plus laisser quelqu'un gaspiller votre temps. Le temps est précieux, et il est important de le protéger, tout comme vous protégeriez votre capital. Quand devriez-vous commencer votre journée? Vous commencez dès que vous avez fini de la planifier. Planifiez votre journée méticuleusement en permettant une certaine flexibilité pour les surprises et les événements imprévus. Cependant, si vous avez élaboré un plan solide pour une journée productive, c'est là que vous lancez vos activités. Vous serez étonné de voir à quel point votre temps devient plus précieux. Ne commencez pas la journée tant que vous n'avez pas complété son plan. De même, ne commencez pas la semaine tant que vous ne l'avez pas terminée. Planifier une semaine est un défi assez intéressant. Ensuite, ne commencez pas le mois tant que vous ne l'avez pas fini. Les endroits où aller, les personnes à voir, la productivité, les ventes, les clients, le développement et tout le reste que vous souhaitez accomplir au cours des 30 jours. Ne commencez pas le mois tant qu'il n'est pas terminé. Bien que vous ne puissiez pas planifier chaque minute, assurez-vous d'avoir une vision claire de ce que vous visez à accomplir tout au long de l'année. Mais au 1er janvier, les choses peuvent s'écarter de vos plans. Vous pourriez même dépasser vos attentes et faire des progrès significatifs au cours des 90 premiers jours. Cela m'est arrivé une fois. J'ai pensé, waouh, voici comment cette année va être formidable. Mais lorsque j'ai terminé le 3e mois, je roule, je m'envole, et tant de choses se passent. J'ai révisé tout mon plan annuel. C'est incroyable comment les choses peuvent changer pour le mieux lorsque vous commencez à planifier. La vie n'est pas seulement le passage du temps. La vie est une collection d'expériences, leur fréquence et leur intensité. La vie n'est pas seulement regarder l'horloge avancer. La vie est une collection d'expériences, leur intensité et leur fréquence. Lorsque mon ami Marc est décédé à 44 ans, quelqu'un a dit « c'est jeune pour mourir ». Mais s'il avait vécu 4 vies en un, peut-être que ce n'est pas si jeune, quelle que soit la durée de votre vie. Voici donc ce que vous voulez remplir, des expériences et l'intensité de ces expériences. Mon père a vécu 93 ans. Ce qui pourrait sembler long, mais cela a semblé court. Même s'il a vécu jusqu'à 93 ans, cela a quand même semblé court car nous souhaitons toujours avoir plus de temps avec nos proches. Dans les temps anciens, selon les histoires de l'Ancien Testament, certaines personnes vivaient des centaines d'années, comme 500, 600, 700, voire 800 ou 900 ans. Si j'en avais l'occasion, je demanderais. Comment se fait-il que nous avons été désavantagés? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Imaginez juste avoir 700, 800 ou 900 ans pour voir votre famille grandir et prospérer à travers les générations. Maintenant, je veux dire, vous devez être en bonne santé pour atteindre 900 ans. Alors, peu importe la durée de votre vie, il est important de se concentrer sur le fait de la remplir d'expériences significatives et de rendre ces expériences intenses et enrichissantes. Devenir un maître de la gestion du temps
vous permettra de concevoir et d'améliorer chaque aspect de votre vie. Gérer votre temps méticuleusement est plus facile à dire qu'à faire, mais comme pour tout ce que vous accomplirez de grand, le pas le plus difficile est de commencer. Essayez de ne pas simplement lire ces étapes, mais de les mettre en action. Maintenant, laissez-moi partager quelques conseils sur la gestion efficace de votre temps. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. Concevoir votre vie, c'est une façon élégante de dire « Yégué, ne laissez pas la vie vous arriver ». Faites en sorte que votre vie se réalise. Un navire qui quitte son quai sans destination prévue errera sur les mers sans but. Et devinez quoi? Il n'atteindra jamais sa destination. Chaque jour est une accumulation de temps. Par conséquent, gérer votre temps, c'est gérer votre journée. Cela conduira à planifier votre vie jour après jour jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez atteint la plupart, sinon la totalité de vos objectifs. Pensez sur papier. Écrivez vos objectifs et vos rêves. Cela peut être sur une application de documents ou avec un bon vieux stylo et papier, mais ce n'est pas une option. Il se passe quelque chose de spécial quand nous écrivons nos objectifs, car l'esprit commence à les voir comme des étapes réalisables, pas seulement des rêves. La plupart des gens disent qu'ils veulent réussir et rêvent d'être grands, mais n'ont jamais écrit les étapes pour y arriver. Planifiez méticuleusement et programmez votre vie en temps réel sur papier. Cela mènera à l'étape suivante, qui est de planifier comment vous allez atteindre vos objectifs. Quand vous ne contrôlez pas votre temps vous contrôle. Avez-vous déjà vécu une journée où vous n'avez pas planifié votre temps et avant de le savoir, vous n'aviez rien fait? C'est ainsi que se déroule la vie de la plupart des gens. Ils n'ont aucun plan spécifique pour leur temps, et donc pour leur vie. Vos choix déterminent la personne que vous devenez. Considérez chaque moment comme une opportunité de savourer le temps et d'en tirer le meilleur parti. Si vous contrôlez la façon dont vous passez votre temps, vous pouvez contrôler vos réussites et vos échecs. Les jours sont chers. Si c'est facile à faire, c'est facile à ne pas faire. On se trompe en se disant « Yoga, c'est simple, pourquoi devrais-je le planifier? Je vais juste le faire. » Cela s'est avéré inefficace maintes et maintes fois, simplement parce que si c'est facile à faire, c'est facile à ne pas faire. Nous sommes le produit des choses que nous faisons continuellement. Sans un sentiment d'urgence, le désir perd de sa valeur. Si vous ne planifiez pas votre temps, vous ne mettez pas de délai à vos objectifs. Avoir des échéances crée un sentiment d'urgence. C'est pourquoi nous commençons à travailler sur un projet d'1 mois autour de la dernière semaine avant la date limite. La pression le rend important et agit comme un type de motivateur pour compléter et atteindre nos objectifs. Étudiez l'art de fixer des objectifs. Chaque jour, écrivez vos objectifs sans vous concentrer sur hier. C'est un bon moyen d'éliminer les priorités secondaires et de vous recentrer sur vos vrais objectifs. La concentration manque dans la société d'aujourd'hui. Ne succombez pas à cela. Passez en revue vos objectifs quotidiennement pour les renforcer et les rendre réalisables. Derek Mills propose un système de normes quotidiennes où nous ne travaillons pas nécessairement vers un objectif à long terme, mais nous nous concentrons sur des objectifs quotidiens qui se transforment finalement en succès à long terme. Rappelez-vous également de revoir régulièrement vos objectifs. Prenez le temps de passer en revue vos objectifs et assurez-vous que votre liste vous motive toujours et vous enthousiasme. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous êtes debout si tôt, vous pouvez lui dire « Car si vous alliez rencontrer la personne que je vais rencontrer, vous seriez debout tôt. Si vous alliez là où je vais, vous seriez debout tôt. » Tout est question de se préparer au succès
et de s'assurer que vous êtes prêt à relever tous les défis ou opportunités qui se présentent à vous. Nous avons tous la même quantité de temps dans une journée. Commencez là où vous êtes. Peu importe où vous en êtes maintenant. La clé du succès est de prendre beaucoup d'actions sur une grande idée. Et la seule façon de le faire est de gérer votre temps. Planifiez chaque action, même les plus simples. Vous pouvez transformer votre vie à tout moment. Le meilleur moyen de le faire est par la gestion du temps. Commencez simplement en ayant un carnet où vous écrivez comment vous passez chaque heure de votre temps. Si vous surfez sur le web pendant 2 heures, écrivez-le. Si cela vous prend 30 minutes pour suivre votre célébrité préférée, écrivez-le. Tout ce que vous faites pendant une semaine, écrivez-le. À la fin, vous verrez où passe la majeure partie de votre temps. Vous commencerez aussi à regretter de devoir écrire que vous avez passé 1 heure à regarder des photos d'une voiture que vous avez payée. Pourriez-vous permettre si vous aviez utilisé ce temps de manière judicieuse? C'est un excellent point de départ. De là, vous pouvez suivre les nombreux conseils de gestion du temps disponibles et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ignorez l'idée de la gestion du temps. Parfois, il est acceptable de ne pas trop s'inquiéter du temps. Vous n'avez pas à stresser pour gérer chaque minute de votre journée. Si vous vous sentez accablé par l'idée de contrôler votre temps, rappelez-vous que vous avez le choix de laisser aller cette pression. Vous n'avez pas à vous sentir obligé de micro-gérer chaque aspect de votre temps si cela ne vous convient pas. Parfois, il vaut mieux prendre du recul et faire quelque chose de plus simple. Considérons maintenant une personne travaillant dans la vente. Elle peut nourrir des aspirations de posséder sa propre entreprise un jour. Finalement, il réalise ce rêve et accède au poste de patron. Cependant, ils se rendent vite compte qu'ils ont peu de temps pour les activités qu'ils appréciaient autrefois, comme jouer au golf. En réfléchissant à leur passé, ils se souviennent de l'époque où, en tant que commerciaux, ils pouvaient bien gagner leur vie tout en jouant au golf 3 fois par semaine. Cela les pousse à prendre une décision cruciale. Reconnaissant la nature exigeante de la gestion d'une entreprise et désirant reprendre le contrôle de leur emploi du temps, ils choisissent de retourner à leur ancien poste de vendeur. L'essentiel réside dans la reconnaissance des moments où les choses deviennent accablantes. Si le stress augmente, il peut être judicieux de passer à un rôle avec moins de pression temporelle. Rappelez-vous de ma mise en garde précédente concernant certaines poursuites qui coûtent trop cher qu'un. Réfléchissez donc à l'idée de revenir à quelque chose de moins exigeant. La prochaine clé de la gestion du temps est l'idée de travailler plus longtemps et plus dur. J'ai presque perdu la santé la première année où je suis devenu fou à propos du développement personnel et de la réussite. J'étais tellement obsédé, vous savez. Je vous ai dit que j'étais mince. Mais à la fin de cette première année, j'étais une ombre ambulante. Puis il m'est soudainement venu à l'esprit, et si je devenais riche et trop malade pour en profiter? Ça m'a choqué. Alors j'ai commencé à me développer de manière un peu plus raisonnable, parce que je me disais, si 12 heures ne suffisent pas, je travaillerai 14. Si cela ne suffit pas, je travaillerai 18. Combien d'heures faut-il? Et bien sûr, cela m'a coûté trop cher, donc. Travailler plus longtemps et plus dur peut convenir à certains. Si vous ne faites pas grand-chose, cela peut être bon. Travaillez plus longtemps et plus dur, mais vous ne pouvez travailler que si dur. Lorsque vous avez travaillé aussi dur que possible, en donnant le meilleur de vous-même en termes d'efforts physiques en un temps raisonnable. Maintenant, voici l'ultime en gestion du temps. Devenez simplement plus compétent. Quand j'ai commencé dans la vente, vous savez, j'étais entouré de gens qui pouvaient conclure 9 sur 10, 8 sur 10. Et quand j'ai commencé, je ne pouvais conclure qu'1 sur 10. Mais voici ce que j'ai fait.
J'ai travaillé jour et nuit. J'ai compensé mon manque de compétences par le nombre. C'est bon en vente. Il faut noter cela. Quand vous êtes nouveau, vous compensez votre manque de compétences par le nombre. Maintenant, quand vous devenez plus compétent, les chiffres peuvent diminuer. Parce que maintenant, votre capacité de persuasion et tout cela sont si élevés que vous n'avez plus besoin de mettre autant de chiffres. Mais au début, si vous voulez rivaliser ou si vous voulez vraiment devenir bon, vous devez mettre le nombre. Mais si vous obtenez plus de vous-même, développez plus de vous-même. Maintenant, la gestion du temps devient une tâche plus facile. En gestion du temps, l'une des compétences les plus importantes à développer est la capacité à distinguer entre ce que nous appelons les choses majeures et mineures. Quand vous répondez au téléphone, demandez-vous « Eh gars, cette conversation concerne-t-elle quelque chose de majeur ou de mineur ?» Yo, si c'est mineur, vous pouvez échanger quelques politesses et passer à autre chose. Mais si c'est majeur, vous devrez peut-être prendre des notes pour vous souvenir des points importants discutés. Lorsque vous vous apprêtez à avoir une conversation importante, notez simplement un petit ordre du jour. Il est facile de parler de mémoire, mais cela peut mener à la confusion et à l'inefficacité. Avez-vous déjà été dans une conversation où quelqu'un ne pouvait pas se rappeler de ce qu'il voulait discuter? Cela peut vous faire paraître mal préparé et désorganisé. En créant un ordre du jour avant l'appel, vous aurez une vision claire des sujets à aborder. Cela peut être extrêmement utile, surtout plus tard quand vous aurez besoin de vous rappeler de ce qui a été discuté. Par exemple, disons que vous appelez Peter du service des ventes et mentionnez 4 choses spécifiques lors de la conversation. Plus tard, si Peter prétend que vous n'avez pas parlé de ces sujets, vous pouvez vous référer à votre ordre du jour pour rafraîchir sa mémoire. De cette manière, vous avez des preuves de ce qui a été discuté, ce qui peut être particulièrement important lorsque vous traitez avec des commerciaux qui pourraient essayer de vous convaincre du contraire. Rappelez-vous, si vous n'avez pas de forme de documentation, rappelez-vous si vous n'avez pas de forme de documentation. Les détails importants peuvent facilement passer à la trappe. Alors, faites toujours un ordre du jour avant de passer un appel pour assurer clarté et productivité. Maintenant, qu'est-ce qui est majeur? Qu'est-ce qui est mineur? Voici la clé. Ne pas se concentrer sur les choses mineures. Si vous vous concentrez trop sur les tâches mineures, vous serez toujours en train de courir après le temps. Dans la formation à la vente, on nous apprend à distinguer les tâches majeures et mineures. Les tâches mineures incluent des choses comme faire des listes, tenir des registres, visiter des clients potentiels et évaluer comment les choses se sont passées après avoir visité un client. Ces tâches peuvent sembler importantes, mais elles sont en réalité mineures parce qu'elles n'impliquent pas directement d'interagir avec le client. Voici le temps majeur, en présence du prospect. C'est du temps majeur. C'est quand vous êtes en présence du client, et c'est le moment le plus important pour un vendeur. Et si vous regardiez une semaine, vous diriez « Eh gars, mon Dieu, je passe 90% de mon temps sur des choses mineures et si peu de temps sur les choses majeures. Yo, combien d'heures en présence de dans ma journée? Combien d'heures en présence de dans ma semaine de vente ?» Parce que le temps qui compte vraiment, c'est le temps en présence de majeur et mineur. Il est donc essentiel d'évaluer combien de temps vous passez en présence des clients chaque jour ou chaque semaine. C'est le temps qui compte vraiment et qui a le plus grand impact sur votre succès dans la vente. Un autre aspect important de la gestion du temps est de savoir quand dire non. Dans la société d'aujourd'hui où être social est très valorisé, il est facile de tomber dans le piège de dire oui à tout. Mais dire oui trop souvent peut conduire à se sentir submergé par les responsabilités. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dit oui à quelque chose trop rapidement pour réaliser plus tard que vous êtes surchargé de tâches?
Puis vous devez passer encore plus de temps à essayer de vous dégager d'engagements que vous n'auriez pas dû prendre en premier lieu. C'est un casse-tête, n'est-ce pas? Au lieu de dire immédiatement oui, il pourrait être préférable de répondre quelque chose comme « Ya ben, je ne pense pas pouvoir faire cela pour le moment, mais si quelque chose change, je vous le ferai savoir. » Yeah. De cette manière, vous ne vous engagez pas tout de suite et vous vous donnez le temps de réfléchir si vous pouvez réellement prendre en charge la tâche. Un de mes amis a dit « Ah, yoga, ne laisse pas ta bouche surcharger ton dos. » C'est un rappel à être conscient de la quantité de tâches que vous acceptez pour ne pas vous retrouver accablé par plus que vous ne pouvez gérer. La concentration est un autre aspect important de la gestion du temps. J'ai appris cette leçon il y a de nombreuses années à travers une expérience mémorable. J'étais sous la douche en essayant de composer une lettre dans ma tête. Cependant, j'ai constaté que la lettre était assez étrange parce que mon esprit vagabondait. Voici donc ce que j'ai appris à faire. Gardez votre travail pour quand vous êtes effectivement à votre bureau, au bureau. Ne tentez pas de vous attaquer aux tâches professionnelles pendant que vous allez au travail. Concentrez-vous plutôt sur le plaisir du trajet vers le travail. Par exemple, si vous êtes sous la douche, immergez-vous pleinement dans l'expérience de la douche. Puis, lorsque vous arrivez au bureau, vous pouvez mieux vous concentrer car vous n'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois ou de diviser votre attention entre différentes activités. J'ai constaté que pratiquer la concentration est extrêmement utile. Une fois au travail, cela vous permet de consacrer toute votre attention à la tâche à accomplir, ce qui conduit finalement à une plus grande productivité et à de meilleurs résultats. L'une des leçons les plus importantes est « Ne jouez pas au travail. Quand vous jouez, jouez. Quand vous travaillez, travaillez. » Ne mélangez pas les deux car le travail est trop sérieux. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Il fut un temps où j'emmenais ma famille à la plage, mais j'apportais ma mallette en pensant que je pourrais faire du travail pendant que nous étions là-bas. Cependant, j'ai rapidement réalisé que ce n'était pas une bonne idée. Au lieu de profiter de notre temps en famille, j'étais préoccupé par des pensées sur le travail et ma famille pouvait sentir ma distraction, ce qui affectait aussi leur plaisir. De même, lorsque j'étais au bureau, je me retrouvais souvent à rêvasser de la plage avec ma famille. En conséquence, ma productivité en souffrait parce que je n'étais pas pleinement concentré sur mon travail. J'ai donc appris à être plus présent à chaque moment. À la plage, soyez à la plage et profitez du temps avec ma famille. Et quand je suis au bureau, concentrez-vous sur mon travail sans laisser les pensées des activités de loisirs me distraire. En séparant le travail et le jeu et en donnant à chacun son temps et son attention dédiée, j'ai constaté que je pouvais être plus productif et profiter davantage de mon temps de loisir. Donc quand vous travaillez, travaillez, quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux, ne travaillez pas en jouant. Une autre chose importante à se rappeler est que chaque travail a de la valeur. Même si vous ne trouvez pas votre travail actuel particulièrement attrayant, mais s'il sert de tremplin vers votre destination désirée, il est important de le valoriser. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une passion pour votre travail. La passion ultime réside dans la quête d'un succès remarquable dans tous les aspects de la vie. C'est la vraie passion. Ne dénigrez donc aucun travail apparemment banal que vous entreprenez dans le cadre de votre parcours vers vos objectifs. Aucun travail n'est insignifiant. Chaque travail a sa dignité, échangeant du temps contre une rémunération, contribuant au tissu de la société. Ne confondez pas mouvement et réalisation. Il est courant de se sentir accompli simplement parce que vous avez été occupé toute la journée. Par exemple, quelqu'un pourrait rentrer chez lui le soir en se sentant épuisé et dire « Yeah, j'ai été occupé toute la journée. » Mais la question importante à poser est « Êtes-vous occupé à faire quoi ?» Il ne suffit pas de simplement passer d'une tâche à une autre.
Certaines personnes peuvent sembler constamment occupées, mais elles ne font pas réellement beaucoup de progrès. C'est comme courir en rond, vous bougez, mais vous n'allez nulle part. Il est essentiel de ne pas confondre activité et réalisation. Au lieu de vous concentrer uniquement sur rester occupé, concentrez-vous sur l'accomplissement de tâches significatives qui vous rapprochent de vos objectifs. De cette façon, vous vous assurez que vos efforts mènent à de réels progrès et non simplement à vous occuper. Faites attention à tout ce qui pourrait vous faire perdre du temps. Il est important de se rappeler que le temps est précieux, tout comme l'argent. Vous ne laisseriez pas quelqu'un voler vos économies ou vos investissements, n'est-ce pas? De même, vous ne devriez permettre à personne de voler votre temps. Vous devez être délibéré sur la façon dont vous allouez votre temps, et il y a certains moments importants que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de laisser quiconque interrompre. Il est acceptable de laisser les gens vous interrompre pendant des moments moins importants ou décontractés, mais quand il s'agit de tâches sérieuses ou de moments désignés pour des activités importantes, vous devez protéger ce temps et ne permettre à personne de vous le voler. Évaluez votre état actuel, y compris toute faiblesse que vous pourriez identifier. S'il apparaît que vous n'êtes pas capable de rectifier ces faiblesses, voici la solution. Trouvez un moyen de compenser ces faiblesses. Je me promettais sans cesse de m'occuper de la comptabilité, mais finalement j'ai abandonné cette idée. À l'époque, cela ne me coûtait que 50 ou 60 $ de plus par mois pour qu'un comptable gère les comptes. Mais j'hésitais, pensant, non, je vais économiser les 50 $. Vous ne croiriez pas la baisse de productivité que j'ai subie juste pour économiser cette somme. Ainsi, l'enseignement clé est que souvent vous pouvez rester tel que vous êtes, mais assurez-vous de corriger adéquatement vos lacunes. Cela peut vous coûter un peu plus d'argent ou d'efforts, mais à long terme, cela peut vous faire économiser beaucoup de temps et de stress. La stratégie ultime pour une gestion efficace du temps est d'améliorer votre niveau de compétence dans votre domaine. Lorsque je suis entré pour la première fois dans la profession de vente, mes collègues affichaient des taux de réussite impressionnants, concluant 9 ventes sur 10, tandis que je peinais à en sécuriser même 1 sur 10. Au début, pour compenser mon manque d'expertise, je me suis engagé dans un travail acharné incessant, en me concentrant sur la quantité plutôt que sur la qualité. Cela souligne une leçon cruciale dans les ventes. Lorsque vous êtes nouveau dans un domaine, vous pouvez compenser votre déficit de compétences en amplifiant vos efforts et en élargissant votre portée. Au début, il s'agit de maximiser la quantité. Cependant, à mesure que vous gagnez en compétences et en expérience, votre taux de réussite augmente naturellement, atténuant le besoin d'exercice exhaustif. Votre capacité à persuader et à influencer les autres augmente, vous permettant d'être plus sélectif dans vos démarches. Cependant, atteindre une telle maîtrise demande une dévotion inébranlable et de la diligence, particulièrement dans les premières étapes. Une fois que vous avez affiné vos compétences et atteint la compétence, la gestion efficace du temps devient plus rationalisée, car vous accomplissez plus avec moins d'efforts. En conclusion, la gestion efficace du temps ne consiste pas simplement à micromanager chaque minute de la journée, mais plutôt à reconnaître quand exercer un contrôle et quand lâcher prise. Elle implique de prioriser les tâches, de compenser les faiblesses et de s'efforcer continuellement de s'améliorer. En valorisant chaque travail, indépendamment de son importance perçue, et en se concentrant sur l'amélioration des compétences et de la compétence, on peut surmonter les défis et atteindre un plus grand succès. En fin de compte, la gestion efficace du temps permet aux individus de tirer le meilleur parti de leur temps, leur permettant d'accomplir leurs objectifs et de mener des vies épanouissantes.